Je voudrais m'oublier moi-même. Quelle joie ce serait de continuer le voyage très loin avec le train. J'ai attendu en vain une indication du hasard. Tout a paru me pousser à partir. Que fallait-il faire? Maintenant il faut descendre et aller dans cette maison triste. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de lecture. Aujourd'hui j'ai recommencé, en tout cas cette semaine j'ai recommencé un nouveau vlog, 7 jours 7 livres, un nouveau challenge qui me fait lire 7 livres en 7 jours. J'adore ce type de challenge, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien par moments où je sais pas trop quoi lire, parce que j'ai toujours ces petits livres un petit peu plus courts que j'ai réservés pour ces instants-là. Et donc c'est très facile pour moi de choisir mes lectures, justement. Je l'ai commencé lundi. Vous avez certainement vu peut-être des extraits, mais j'avais envie de vous faire un petit bilan. Nous sommes donc à mi-parcours de ce challenge. Nous sommes donc jeudi, j'ai encore la journée de vendredi, samedi, dimanche qui sont en plus assez chargées en boulot, mais bon voilà. Je vais essayer encore de lire. Je dois terminer ma lecture du jour, qui est la 4e lecture dont je vais vous parler bien évidemment. J'espère que ça va aller. Je pense qu'il y a vraiment moyen, sachant que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Le mois de juin, pour ceux qui travaillent dans l'enseignement, qui plus est l'enseignement artistique, c'est le mois le plus chargé, où il y a le plus de trucs à faire, le truc à clôturer, enfin bref, pas mal d'événements également. Mais malgré tout ce boulot, j'ai principalement lu ces lectures dans les transports. Alors oui, le lundi, j'ai presque 6 heures de transport, donc ça m'a bien lancé dans le challenge, mais les autres jours, j'ai à chaque fois 3/4 d'heure par-ci, une demi-heure par-là, qui me permet d'avancer dans ma lecture, et le soir un petit peu avant d'aller dormir. Et en fait, voilà, j'arrive à avancer dans mes lectures, puisque les livres sont en général pas très longs. Je vais arrêter de blablater, je vous parle du premier livre que j'ai commencé lundi. Il s'agit de Laissez-moi de Marcel Sauvageau. Alors c'est un livre assez unique puisque l'autrice n'a écrit que celui-là. C'est une autrice du début du XXe siècle puisqu'elle est née en 1900 et c'est une autrice qui a publié ce roman en 1933. Dernièrement, je vous avais présenté La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux, qui était sorti, il me semble, en 1937, un roman belge. Et j'aime beaucoup le fait de lire un livre qui se passe à la même période. Et justement, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux romans. Alors ici, on va suivre un personnage... Je pense à n'en pas douter que ça doit être Marcel Sauvageau qui écrit des lettres à son compagnon. Donc elle était en couple avec quelqu'un, ils vivaient une romance et il va lui envoyer des lettres alors qu'elle se rend au sanatorium pour se faire soigner. Il va lui envoyer une lettre en lui disant que en fait il est tombé amoureux de quelqu'un et surtout qu'il va se marier à quelqu'un d'autre. Et il lui demande de garder son amitié. Donc dans ce texte, elle va s'adresser principalement à cet homme. Et donc dans ce récit, on va suivre le parcours de tout ce que va ressentir l'héroïne, donc j'imagine Marcel Sauvageau, hein, ça y ressemble en tout cas. C'est un texte qui est sorti en 1933 et on sait que le livre est censé se passer là dans les années 30
Et on sait que Marcel Sauvageau est décédée quelques années plus tard de la tuberculose, elle-même dans le sanatorium dont on parle ici, hein, tout simplement. Alors c'est un récit qui va nous parler de perte des illusions. Donc on part d'un grand amour à un jugement terrible, une grande lucidité de la part de l'héroïne qui se rend compte de choses qui vont pas dans leur relation ou de manière générale dans les relations hommes-femmes. Il va se passer pas mal de choses dans la tête de ce personnage, mais toujours de manière très lucide et toujours avec une sorte de jugement un peu cynique. Et il y a notamment des phrases qui m'ont percutée parce que c'est quand même un récit écrit en 1933. L'autrice va parler de ce besoin en tant que femme, à cette époque donc, de s'appartenir, d'avoir ses propres désirs, d'avoir ses propres besoins en dehors de l'entité du couple, d'avoir son propre bonheur en dehors du bonheur amoureux. Et j'ai trouvé ça hyper novateur pour l'époque. Il y a notamment un petit chapitre, enfin un petit extrait qui m'a marqué. C'est « J'essayais de garder un petit appui en dehors de vous, afin de pouvoir m'y accrocher le jour où vous ne m'aimeriez plus. Ce petit appui, ce n'était pas un autre, ce n'était pas un rêve ni une image. C'était ce que vous appeliez mon égoïsme et mon orgueil. C'était moi que dans la souffrance, je voulais pouvoir retrouver. Je voulais pouvoir me serrer moi-même sur moi, seule avec mon mal, mes doutes, mon manque de foi. Dans la détresse, c'est parce que je me sens que j'ai la force de continuer. Si tout change, si tout me fait mal, je suis moi avec moi-même. Pour que je me sois perdue, il aurait fallu que je fusse sûre de n'avoir plus besoin de moi. » J'ai trouvé ce passage extraordinaire. Il y en a d'autres qui sont assez parlantes, notamment un moment où elle parle des femmes de son entourage qui s'expriment toujours en disant « mon mari ci, mon mari là ». Elle dit, mais est-ce qu'on est toujours obligé de vivre par rapport à ce que mon mari dit, justement? J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper novateur. On parle même d'ailleurs de féminisme hein, dans le récit, à un moment c'est cité. Hein. C'était vraiment passionnant. Et je relis en fait les avis des gens derrière. Il y a notamment Clara Malraux qui dit « Premier livre écrit par une femme qui ne soit pas de soumission. Livre de tristesse noble, livre de dignité admirable. » C'est vraiment ce que j'ai trouvé, une flamme très pure défiant la vie. Et alors, dans une des préfaces d'une des versions de ce livre, on nous dit que Clara Malraux raconte que lors d'un retour de voyage en Chine avec André Malraux, elle lisait en fait ce livre qui s'appelait Commentaires au départ, ça s'appelait pas Laissez-moi, ça s'appelait Commentaires, et André Malraux lui demande « Qu'est-ce que vous lisez avec tant d'intérêt ?» Et en fait, visiblement, ils se sont disputés sur ce livre. Et notamment dans le dialogue, il y a André Malraux qui dit évidemment ce livre était fait pour vous plaire. Pourquoi? Parce que c'est un livre de jugement. Et alors Clara Malraux dit regarder un homme avec lucidité serait-il interdit aux femmes quand l'inverse n'est pas vrai et que depuis belle lurette les hommes ne s'en sont pas privés. J'adore cette répartie et enfin voilà, j'aime beaucoup du coup les préfaces des autres versions ont été écrites, ont été présentées après dans le récit. J'ai vraiment adoré cette lecture, malheureusement il n'y en a pas d'autres de l'autrice mais c'était un très très bon moment de lecture. Ensuite dans le livre suivant on parle également de lettres, puisque on va suivre dans Reste d'Adeline Dieudonné, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est en couple avec un homme marié. Elle est tombée amoureuse de lui, elle vit une folle passion, mais en même temps, elle est très heureuse d'avoir son indépendance, de pouvoir vivre aussi de son côté et de ne pas toujours être dépendante de cette relation amoureuse, de le voir quand ils peuvent. Elle est plutôt épanouie dans cette relation, semble-t-il en tout cas. Et au début du livre, on sait que le compagnon avec qui elle est mort. Voilà, donc il se noie dans le lac alors qu'il passait un petit week-end en amoureux. L'épouse de ce monsieur pense qu'il est en voyage d'affaires ou quelque chose comme ça. Et donc on va suivre le personnage féminin principal donc, qui va écrire une lettre à l'épouse de cet homme et va lui dire bien voilà, je vous écris, je dois vous dire quand même que votre mari est mort et donc je viens surtout vous dire qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en fait notre héroïne va garder le corps. Donc elle va le chercher dans l'eau et elle va essayer de le sauver bien évidemment et elle va pas arriver à appeler. Elle va pas réussir à appeler pour dire bah voilà il est mort. Non, elle va le garder près d'elle, elle va le coucher dans le lit, elle va le laver et au fur et à mesure des jours qui passent forcément son état de cadavre s'empire, hein, il y a des odeurs et tout ça, mais elle veut pas, elle arrive pas à le lâcher et on essaie de comprendre un petit peu pourquoi. On revient dans le passé de cette femme.
C'était de nouveau une très très bonne lecture, j'ai vraiment de la chance de fou en ce moment. C'était de nouveau, je trouve, une très bonne lecture parce que non seulement on parle de cette relation, on revient dans le passé pour voir comment ils se sont rencontrés, non seulement on parle de cette relation, mais en plus on parle de pas mal de choses du passé de cette héroïne. Elle se rend compte en fait qu'elle a vécu une relation abusive, elle s'en rend compte des années après. Elle va justement remettre en question, remettre en lumière toutes les relations qu'elle a pu avoir par le passé. Elle va réfléchir notamment à son postpartum, à sa place en tant que maman les mois après la naissance de son enfant. Il y a pas mal de sujets qui sont abordés. C'était très très fort comme lecture. L'autrice a réussi à parler de tous ces sujets hyper intéressants, de manière hyper pertinente et très forte, tout en parlant d'un cadavre qui est en train de se décomposer, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Donc vraiment, c'était très fort. Bien sûr, elle a un côté dégoûtant, un peu glauque, qui moi me dérange pas plus que ça, mais qui pourrait déranger. Mais en même temps, on a tous ces questionnements de cette femme, de cette héroïne qui écrit à l'épouse en disant... Mais en fait, voilà, j'ai vécu ça, je vous explique un peu ma relation avec mes parents, machin. Elle parle de relations avec le père de sa fille. Et il y avait beaucoup de douceur dans sa relation avec ce corps mort, en fait. Et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Et on comprend pourquoi petit à petit. Et il y a quelque chose, en fait, de très beau, tout en étant hyper glauque, bien évidemment. J'ai fort apprécié. Je pensais pas accrocher à ce point. Et en fait, j'y pensais tout le temps. J'arrivais pas à m'arrêter. Et bah, ça tombe bien, je l'ai enchaîné. Et je trouve qu'elle est vraiment très très forte pour parler de sujets comme ça, très marquants. C'est pas le plus important en fait, histoire de cadavre. Alors oui, bien sûr, à un moment il y a une mouche, tout ça, enfin bref. Il y a des trucs un peu improbables aussi, avec une femme qui va l'aider, avec des gens qui vont l'aider, des trucs un peu incongrus, mais ça met un petit peu d'humour là-dedans, quelque chose d'un peu plus léger, dans des sujets qui sont quand même assez forts, de cette femme qui se rend compte en fait de choses de sa vie. On est de nouveau sur une histoire d'une héroïne qui se remet en question, parce qu'il y a une révélation un petit peu sur toute la vie qu'elle a vécue, la manière dont elle vit les relations avec les hommes, que l'état de célibat en soi, pour elle, c'est un état entre deux, alors que bah, l'état de célibat, tu peux très bien être juste célibataire et pas juste en attendant quoi. Et c'est vraiment plein de sujets comme ça qui sont abordés, ça c'est un petit détail. J'aime bien quand on fouille un petit peu dans le passé des personnages pour essayer de comprendre pourquoi ils agissent de telle ou telle manière, c'est vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un livre japonais de Hiro Arikawa, Au prochain arrêt, que je viens d'acheter, que je viens de lire, parce que je me suis dit, oh, je l'achète, je le lis tout de suite, c'est ce que j'ai fait. C'est un livre qui m'a appelée parce qu'on est dans un train et on va suivre différents personnages qui se rencontrent dans ce train. Donc c'est vraiment des rencontres brèves, furtives entre des personnages qui vont peut-être se retrouver par après. C'était très bienveillant. Si vous cherchez une lecture pleine de bienveillance justement, si vous n'allez pas très bien et que vous avez envie d'une lecture douce, je pense qu'elle peut vous convenir parce que c'était très agréable. Pas toujours réaliste, je trouve. Parfois les gens disent des choses pleines de bons sentiments. Tu dis dans la vraie vie les gens ne diraient pas ça. Et en même temps il y a des choses très réalistes. Donc il y a un mélange un petit peu des deux. Donc en même temps effectivement des choses pleines de bons sentiments, de bienveillance, un peu mielleux, un peu guimauve par moments, il faut le dire. Et en même temps des petites phrases, des petites situations qu'on peut retrouver dans la vie tous les jours, des maladresses ou des impolitesses de gens, des brèves rencontres qui parfois vont marquer des personnages. J'ai passé un bon moment. Si vous avez besoin de douceur, je pense que je peux vous le conseiller sur Livre Addict. Je ne sais pas pourquoi, il est marqué que c'est un drame. Alors là, je n'ai pas vu la moindre once de drame. Et là, je suis dans ma quatrième lecture, pardon. Alors il faudra que je m'active un petit peu parce qu'on est jeudi soir. Et j'ai plus trop le temps en fait, il me reste, je suis à la page 61, et il y a 150 pages, il me reste 90 pages, la fille s'est comptée, plus ou moins. Donc il me reste 90 pages que je vais devoir lire ce soir, et j'ai beaucoup de trucs à faire, donc je sais pas comment je vais faire. Au pire je le terminerai demain, et demain je lirai un truc ultra court, je ne sais pas. Je suis en train de lire mon premier roman de Julien Green, et alors moi j'ai toujours été une tarte, une quiche, parce que j'ai toujours cru que Julien Green en fait écrivait en anglais. Mais en fait pas du tout, c'est un auteur effectivement qui est américain, mais qui écrit en français. Donc c'est pas du tout des traductions en fait. Julien Green écrit L'autre sommeil. Alors j'ai pas encore tout à fait compris la thématique du récit en fait, parce que je pensais qu'on allait parler de rêve, et c'est pas forcément de ça dont on va parler, c'est très étrange. Alors ici on va suivre un personnage qui va nous parler de son enfance. Et pendant son enfance, il a vécu donc avec ses parents et avec son cousin, Claude. Claude qui le martyrisait un petit peu.
Donc on va parler de cette relation avec ce cousin, mais en même temps il n'y a pas vraiment de relation, c'est très étrange. Et on va parler de la manière dont il perçoit ses parents. Et en fait on se rend compte que ses parents ils les aiment pas beaucoup. Hein. Il voit tous les défauts de sa mère. J'avais l'impression de lire l'histoire d'un ado qui se rendait compte de tous les défauts de sa mère, sauf que visiblement si ça reste. Je sais pas trop où on va en fait pour le moment. On va parler d'une thématique très très forte qui arrive par après dans le récit. C'est marrant parce que on va parler du côté un petit peu fantomatique de son père. Le fait qu'il n'avait pas beaucoup d'affect pour son père parce que son père était une espèce de zombie, et c'est marrant parce que il y a parfois des fulgurances entre les récits que je lis entre eux, mais aussi entre ce que je lis et ce que je peux voir en film. Hier j'ai vu un film qui s'appelle Living, c'est un film qui est sorti avec Bill Nighy, qui s'inspire d'un autre film qui s'inspire de la mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï il me semble. Et en fait c'est un livre qui va parler notamment d'un homme qui se rend compte qu'il va mourir. Et il se rend compte qu'en fait, dans sa vie de tous les jours, il vit comme un zombie. Il vit de manière un peu automatique et il se rend plus compte de ce que c'est d'être heureux. Et en fait, quand je lis la description du père de ce héros, j'ai vraiment l'impression de lire, de voir en face de moi Bill Nighy qui fait tout de manière automatique, voilà, qui ne vit pas sa propre vie en fait, tout simplement, qui passe à côté de sa vie et qui vit en mode automatique et qui passe à côté du bonheur de la vie, tout simplement. Donc c'est fou comme il peut y avoir des fulgurances ou des liens qui se font entre les films qu'on voit et les livres qu'on lit. C'est marrant, je sais pas si on va parler de ces thématiques-là par la suite, mais en tout cas, je trouvais ça très fort, le lien. Voilà, je sais pas vous en dire plus, hein. Je vous ai dit ce qui se passait, mais je sais pas ce qui va se passer avec notre héros. Est-ce qu'il va continuer à détester ses parents comme il le fait? C'est très étrange. On dirait vraiment un ado qui, en fait, se rend compte que ses parents ont des défauts et du coup, il ne les aime plus. Enfin, c'est exagéré, mais en gros, c'est un peu ça. Et donc j'imagine qu'il va dépasser le stade adolescent. Et je sais pas trop, mais il critique très fort sa mère. En même temps, il décrit assez bien les choses. Hein. C'est bien, bien écrit, j'aime beaucoup ce qu'écrit Julien Green. Justement, moi je voulais lire Julien Green parce qu'il est réputé pour proposer des psychologies de personnages très approfondies, très justes. Pour le moment, c'est vrai que c'est très bien présenté, les personnages sont vraiment bien présentés. Même s'il y en a que j'arrive pas encore à cerner, mais bon, je n'ai lu que 60 pages, donc je vais essayer de terminer ça aujourd'hui. Je sais vraiment pas ce que je vais lire les jours qui arrivent. J'ai une petite idée probablement pour demain, puisque à mon avis j'aurais pas terminé aujourd'hui ce livre là, donc je lirai quelque chose de très court. J'ai un livre libanais qui m'attend, donc je pense que je le lirai à ce moment là. Mais pour les jours qui arrivent, après, je ne sais pas. Le samedi c'est mon jour le plus full au boulot et je sais presque pas lire. Quoique j'ai quand même 2 fois 40 minutes de transport, donc ça me fait une petite heure et demie pour lire. Enfin, j'exagère un peu, ouais, un peu moins d'une heure et demie pour lire. Avant de dormir, peut-être 2 heures de lecture. Qu'est-ce que je peux lire en 2 heures? Je ne sais pas. Je pense à lire des graphiques, mais en même temps j'ai envie d'essayer d'aller le plus loin possible dans le challenge. Je peux lire des graphiques à côté, mais en lisant pas de graphiques pour réussir. Et dimanche, c'est dimanche. En général, je lis pas beaucoup justement parce qu'on a des trucs à faire, hein, toujours. Donc voilà.
reviens pour clôturer ce vlog et vous parler des 4 dernières lectures de ce challenge. J'ai pas su vous prendre avant, j'ai vraiment pas eu le temps, donc là je profite d'avoir la soirée pour m'occuper de toutes ces choses sur YouTube. Là je suis en train de terminer de commencer le montage d'une vidéo qui est a priori sortie déjà sur la chaîne, qui est mon bilan du début d'année. Voilà, je vais faire ça ce soir, je vais essayer que ça prenne pas trop de temps, mais en principe comme il n'y a pas de plan, ça ira plus vite. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors oui, effectivement, j'ai pas eu le temps de vous prendre dernièrement, j'ai pas réussi à trouver 20 petites minutes pour vous parler de ces lectures et du coup j'ai terminé 4 livres. Je viens vous en parler par ici. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est tout, j'espère que les bruits parasites ne vous dérangeront pas, mais il fait chaud comme... partout en Belgique et en France j'imagine. Du coup je suis obligée d'ouvrir la fenêtre si je ne veux pas décéder devant vous, ce qui ne passerait pas sur YouTube. Alors, la fois passée je vous laissais avec ma lecture de L'autre sommeil de Julien Green. Alors, une chose est sûre, j'ai très envie de continuer à lire cet auteur. Une autre chose est sûre, c'est que le personnage principal de ce livre est fort particulier. On est avec un personnage, comme je vous disais la fois passée il me semble, qui est très difficile à cerner. Il a l'air d'aimer personne, visiblement. La manière dont il parle de ses parents, c'est avec des mots pas très agréables, notamment à un moment, on lui dit textuellement qu'il n'aime pas sa mère en fait. Et à un moment, il y a un de ses parents qui va décéder et on voit que ça lui fait ni chaud ni froid. C'est très particulier, du coup c'est un personnage assez antipathique je trouve. On voit aussi qu'il a une relation particulière avec son cousin, puisqu'une des premières scènes du roman, c'est il se fait un peu malmener par son cousin, ils se promènent ensemble près d'un pont et son cousin le met, je pense, en équilibre au-dessus du pont, quelque chose un peu dangereux, et c'est un peu un secret entre eux, et lui garde ça bien en mémoire, et donc une relation très ambiguë également avec le cousin. En fait, je me suis demandé dans ce livre, mais je comprends pas où on va, je sais pas vraiment ce que l'auteur va faire, et c'est effectivement L'autre sommeil. C'est marrant parce que c'est le titre, mais en même temps j'ai pas l'impression en terminant ce livre que c'est le sujet principal, parce que de temps en temps on parle effectivement de sortes de rêves éveillés, de petites hallucinations qu'il peut avoir, mais c'est pas non plus hyper présent dans le texte. Il y en a de temps en temps, mais c'est pas non plus hyper présent je trouve. C'est très ambigu comme lecture. Alors quand je l'ai terminé, il y a eu ce dernier chapitre qui m'a un peu ouvert les yeux, même si j'avais des petits doutes sur certaines choses. J'ai compris que la thématique du récit était tout autre. J'ai été un peu surprise que Julien Green aborde une thématique comme celle-là, de nouveau dans les années 30. Ou alors c'est moi qui suis complètement débile et dernièrement j'arrête pas de vous dire oh là là c'est hyper novateur pour l'époque de parler de tel ou tel sujet. Je sais pas, j'y connais peut-être rien, mais j'ai été vraiment surprise de la thématique abordée. Je peux pas trop vous en parler. Ce sera pas une excellente lecture parce que véritablement le personnage est insupportable du début à la fin, il aime personne, vraiment j'ai pas vraiment d'empathie pour lui parce qu'on se rend compte que les gens sont gentils avec lui, en même temps les gens dans ses yeux, ils me donnent pas envie de les connaître non plus. L'entourage ne donne pas envie de les rencontrer, mais en même temps tu vois que ça vient peut-être pas d'eux quoi. Je sais pas, c'est très particulier. En même temps j'ai très envie de découvrir l'auteur parce qu'effectivement j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit par contre. J'aime beaucoup, il y a certaines scènes qui m'ont marquée. Et surtout, ce dernier chapitre. Très beau. Il y a une scène dans le récit qui m'a énormément touchée. Je trouve ça extrêmement bien écrit. Je vous la lis maintenant. Puis, en me penchant un peu, je fis passer mon ombre sur ses joues et sur sa bouche. Et cette espèce d'attouchement mystérieux me parut plus étrange que tout ce que j'avais pu rêver. Je me levai et fis quelques pas, mais assez loin pour ne pas l'éveiller. Une scène très très belle, qui je pense est une des scènes les plus importantes du livre, c'est pour ça que je n'ai pas continué à dire ce qui était écrit. Je vais passer aux autres lectures que j'ai pu faire pour le challenge. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu, c'est vrai qu'après je vais vous montrer, je viens d'acheter des livres, donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés, mais avant, je vous parle des 3 dernières lectures que j'ai faites. J'ai lu un autre roman de Claire Keegan. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler dans ma vidéo bilan du début d'année, mais j'ai lu ce genre de petites choses de Claire Keegan, qui est un autre livre de cette autrice que j'ai découverte il y a quelques semaines et que j'ai beaucoup apprécié. Une autrice irlandaise. Ici, on va suivre, on est dans les années 80, en Irlande, donc on va suivre Bill, qui est marchand de bois et de charbon. Et donc il va faire des commandes et livrer du bois et du charbon à tous les gens du village. Et il va faire une livraison dans un couvent et on nous dit dans le résumé qu'il va découvrir quelque chose dans ce couvent.
Alors, c'est pas très long comme lecture, donc effectivement, il se passe pas énormément de choses, mais tout ce qu'on voit, tout ce qu'on présente, c'est ce personnage. Ce personnage extrêmement bienveillant, et c'est d'ailleurs tout ce qui m'a tout de suite plu dans cette lecture, c'est la description de ce personnage, de son regard par rapport à sa famille, son regard par rapport aux autres, et les questionnements qu'il pouvait avoir ce personnage. Je l'ai beaucoup aimé, surtout quand il fait ses découvertes, je vous laisse vraiment découvrir, c'est pas très long, dans le couvent, avec des yeux effarés, il va le découvrir, quelque chose d'assez atroce. Et on va voir toute la bienveillance de ce personnage confronté à toute la malveillance qui peut exister sur cette terre. Et j'ai trouvé ça très fort. En même temps, il y a quelque chose de très vieillot, je trouve, dans ce village. Alors oui, je sais qu'on est dans les années 80, mais par moments, j'avais l'impression qu'on était dans les années 30, quoi. Tellement il y avait un côté très très vieillot. D'ailleurs, cette histoire pourrait être transposée dans une autre époque, même si je pense que la thématique abordée dans le récit est vraiment quelque chose qui a existé, quelque chose d'historique. D'ailleurs, l'autrice en parle à la fin, et il me semble dans la préface. Alors, j'ai noté un passage qui m'a beaucoup touchée. Et j'avais envie de vous le dire. C'est le personnage principal, en fait, il se plaint, enfin, il se demande pourquoi est-ce que sa femme et tout le monde autour de lui est toujours en train de penser à ce qui va arriver. Toujours en train de penser on va faire ci, on va faire ça. Il a 5 filles, ils ont 5 filles. À un moment, elles sont en train de cuisiner, ils sont en train de s'atteler à quelque chose. Et tout d'un coup, dès qu'elles ont fini ça, son épouse dit maintenant les filles allez faire ça, allez faire ça. Et toujours, lui il se dit mais pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de préparer, de faire des choses? Et pourquoi est-ce qu'on prend pas le temps justement de... Je veux juste prendre le temps en fait, de pas tout le temps penser à après. Et c'est quelque chose qui m'a fort touchée parce que je me rends compte que je suis très très fort comme ça dans l'anticipation dans la vie. C'est que du coup un partage un peu personnel, mais je me rends compte vraiment que je prends très peu de temps à profiter des instants. Je m'en rends compte, je suis toujours à anticiper le lendemain. Je dis demain je vais faire ça, je me réjouis tout le temps pour des choses, des toutes petites choses. Mais je suis toujours en train de penser à la suite. Et jamais à profiter de l'instant présent. C'est très gnangnan, hein, comme réflexion, je m'en rends bien compte. Mais la manière dont c'était dit ici, ça m'a beaucoup touchée. Et je vais un petit peu vous dire l'extrait qui m'a touchée particulièrement. Toujours c'était la même histoire, pensa Bill, l'observant. Toujours il continuait mécaniquement, entreprenait le travail suivant sans une seconde de répit. Comment serait-ce, s'interrogea-t-il, s'ils avaient le temps de réfléchir et de faire une pause? Leur vie serait-elle différente ou presque identique? Ou alors voguerait-il à la dérive? Même pendant qu'il travaillait le beurre et le sucre, son esprit était moins fixé sur l'instant présent, ce dimanche proche de Noël avec sa femme et ses filles, que sur le lendemain, et qui devait quoi, et comment, et quand il livrerait les commandes, et à quel homme il confierait les tâches, et comment et où il irait chercher les sommes dues, et avant la fin du lendemain, il savait que son esprit se concentrerait déjà pareillement, une fois de plus, sur la journée à venir. Voilà, ça me parle énormément. Et du coup, tout de suite, on est à la page 27, tout de suite, ça m'a rapproché de ce personnage et je l'ai adoré, ce personnage. Alors, c'était vraiment un très bon livre. Maintenant, je pense qu'il m'aura moins marqué que l'autre, que Les Trois Lumières, parce que il m'a manqué quelque chose à la fin. Il y a quelque chose... bon, il y a un changement, véritablement, il y a quelque chose de chouette qui se passe à la fin, mais je trouve que j'aurais bien voulu en avoir plus, être un peu plus longtemps, et c'est un petit peu le reproche que j'avais fait avec Les Trois Lumières, c'est tout petit, et t'as envie de passer un peu plus de temps, et là vraiment ça m'a manqué. Non pas parce que j'aimais bien, mais parce que je voulais en savoir plus, je voulais vraiment m'attacher plus aux autres personnages. On a des révélations qui sont suggérées. On a quelques révélations qui sont suggérées par rapport à ce récit. C'est suggéré, mais du coup parfois j'ai envie d'en avoir un peu plus d'explications. Je sais pas, un épilogue un peu plus précis. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser avec ça. Enfin non, je vais pas du tout vous laisser, qu'est-ce que je raconte? J'ai encore des livres que je vais vous présenter. Ensuite, j'ai lu encore 2 livres, et ça va aller assez vite je pense pour ces livres-là. Comme j'avais beaucoup aimé Reste de Adeline Dieudonné, j'avais envie de rester avec cette autrice. Et j'ai vu qu'elle avait écrit une sorte de pièce de théâtre, qui est un monologue en fait, et j'aime beaucoup les monologues. J'avais hâte de le découvrir parce qu'on nous disait dans le résumé que c'était une femme qui allait fêter Noël et qui était confrontée à sa famille, et donc toutes les problématiques de famille et de société. Et j'avais très envie de le découvrir. Pour finir, je l'ai trouvé, je l'ai commandé sur internet et j'ai trouvé ça assez cher. Et maintenant que je l'ai fini, je me dis que j'aurais peut-être pu attendre, ou alors j'aurais pu l'acheter en seconde main. Parce qu'il m'a coûté quand même cher et je pense pas que je vais le garder. Il s'agit de Bonomo Moussaka, de Adeline Dieudonné. Elle explique pourquoi ça s'appelle comme ça, il y a une explication.
En fait, effectivement, on est avec une jeune femme qui est mère de plusieurs enfants, il me semble, qui va à un Noël avec un cousin. Et ce cousin a des enfants. Et on explique un peu quel genre de personne est son cousin. On voit déjà dans la description qu'elle le juge et que c'est pas du tout la même éducation. Et il y a toujours un ami, enfin un collègue qui est invité, qui est un gars qu'elle appelle, il me semble, alors pas le Labrador, mais le Triceratops, je sais même plus ce qu'elle dit. En gros, c'est le gars genre PDG, avec hyper riche, machin, truc. Forcément, à ce genre de fête de Noël, il y a des sujets qui fâchent, qui sont abordés. Ils n'ont pas du tout les mêmes idées, donc forcément ça clash un peu dans la tête de l'héroïne. Donc elle va critiquer très très fort ces gens, à raison parce que franchement c'est des gens insupportables. Mais du coup c'est beaucoup sur la critique, et puis on revient dans le passé, on parle un petit peu de son enfance. Et en gros, je veux pas faire un suspense de 3 heures, hein, j'ai détesté. Enfin non, j'ai pas détesté, j'ai pas aimé du tout, voilà. Je vais plutôt dire ça comme ça. Je dis pas que c'était mauvais, pas du tout. C'est juste que j'ai pas du tout apprécié. C'était une critique acerbe de la société, une critique acerbe des gens qui pensent de telle manière. Je vous laisse découvrir. Mais je sais pas pourquoi en fait, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord avec l'héroïne. Mais je sais pas pourquoi c'était peut-être pas le moment de lire quelque chose d'aussi acerbe, d'aussi piquant, d'aussi parfois vulgaire. Peut-être le fait que je sortais d'une lecture très belle, très douce, même s'il y avait des choses un peu terribles dans le livre, on était dans quelque chose de tellement différent. Ici, mais effectivement, il y avait des choses un peu vulgaires, et pourtant la vulgarité me dérange pas de manière générale, mais là j'étais pas prête à lire ça. Je sais pas pourquoi, c'est très cru, c'est des personnages en plus. Je sais qu'il y a des gens comme ça sur cette terre, mais quand même, il me semblait très cliché, ces personnages. Ça m'a pas accroché, j'ai lu ça le temps d'un trajet en tram, en plus assez vite. Il y a des passages drôles, hein, c'est pas ça, ça fait poser des questions, effectivement, mais moi j'étais pas du tout dans un état d'esprit où j'avais envie de me poser ce genre de questions, et surtout j'étais pas prête en fait à lire ça à ce moment-là, je crois, parce que j'ai déjà lu des trucs bien plus acerbes que ça, mais je sais pas, j'arrive pas à donner un avis sur ce livre parce que je pense que c'est pas du tout objectif, c'est vraiment... bah oui, un avis de toute façon n'est jamais objectif, on est bien d'accord. Et d'ailleurs c'est le but, c'est de donner son avis selon son ressenti, tout ça. Mais je pense que je l'ai pas lu au bon moment et du coup le jugement en est fort faussé. Voilà, mais en tout cas je vais m'en débarrasser. Donc si quelqu'un le veut, bon je vais quand même le vendre parce qu'il m'a coûté je crois 16 €, un truc comme ça. Je crois que je vais le revendre, ou alors... j'ai pas envie de le faire gagner, enfin je vais pas faire gagner un livre que j'ai pas aimé. Et ensuite on va passer à une déception. Ah, c'était déjà une déception, mais on va passer à une autre déception. J'ai lu un livre pour lequel j'attendais beaucoup. Il s'agit de Le Retour de Lilith de Jumana Haddad. Et c'est un livre, en fait, dès le début, j'ai su que ça me conviendrait pas. Et de nouveau, je regrette de ne pas avoir lu des extraits en magasin. Mais je m'étais pas trop posé de questions quand je l'ai acheté, parce que je l'avais acheté en seconde main. Et en fait, je me pose moins de questions quand j'achète en seconde main, parce que ça coûte moins cher. Je me dis, je sais pas, je lis moins les extraits en seconde main, j'ai l'impression. Parce que je me dis, bon, au pire, j'aime pas, c'est pas grave, je le donne. Enfin, vous voyez, il y a moins d'impact qu'un roman qui coûte 15 €. Et en fait, je savais que ça allait être de la poésie. Et en fait, typiquement, dès le début, j'ai su que ça allait pas me plaire. Je vais quand même vous lire un extrait. Parce que je sais pertinemment que ça peut plaire à certaines d'entre vous, à même beaucoup d'entre vous. Mais moi, je trouve ça trop global comme poésie. J'aime bien, moi, la poésie beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus intime. Et là, c'était trop large, en fait, comme poésie. Je sais pas comment expliquer, de nouveau, hein, mais je vais vous en lire quelques extraits, et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, et peut-être que vous allez être subjugué par cette lecture, et je comprends, vraiment, mais moi, je n'ai pas été touchée, personnellement, ni sensible au sujet abordé. En gros, ce livre, c'est une ode à la femme, de toutes les manières possibles et imaginables, mais surtout de manière assez érotique. Et donc je vais vous lire quelques extraits, c'est très bien écrit, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est juste que ça ne me touche pas. Je suis la malédiction de la malédiction première, je désoriente les barques pour qu'aucune tempête ne s'apaise. Mes noms sont pour émailler vos langues si vous avez soif. Suivez-moi comme la caresse suit le baiser, et prenez-moi comme une nuit sur le sein de sa mère. Car je suis la première et la dernière,
Je suis tellement pudique que je me réfugie dans des paroles obscènes, insolente au point de rougir en criant mon feu. Chasseuse, je lance mes mots comme des flèches, et mes flèches me reviennent chargées de proie. Alors effectivement c'est très sensuel, hein, très érotique. Affamez-moi pour que les parfums s'enflamment, aiguisez mon appétit pour que je me déverse. C'est le temps du tendre abricot, rebelle comme une grenade, broyez-moi et essuyez avec l'huile de mes poèmes les pieds des femmes vertueuses. C'est sublime, hein, c'est extrêmement bien écrit. Mais moi ça ne me touche pas, voilà. C'est pas que c'est pas bon comme livre, je peux vraiment vous le conseiller, c'est pour ça que j'ai lu des extraits parce que vraiment c'est typiquement le genre de truc qui peut parler à beaucoup d'entre vous. D'ailleurs c'est très mignon, je l'ai acheté en seconde main et il y a certaines pages pour lesquelles il y a des petits cœurs et donc je pense que la personne qui l'a lu a mis des petits cœurs aux extraits qu'elle a aimé. Et effectivement j'aime bien ce que je lis, c'est chouette, enfin c'est chouette, c'est bien écrit, c'est superbe. Mais ça ne me touche pas intimement et donc c'est pour ça que je vous parle de ce livre en tant que déception. Voilà, ce sont les 5, 6, 7 livres que j'ai lus, sachant que je les ai lus en 7 jours et demi on va dire, sachant que le dimanche, il y a un jour où j'ai presque pas eu le temps de lire, du coup je me suis permise de prendre une demi-heure de plus le lundi sur un chemin pour aller bosser pour terminer mon livre. Donc allez, 7 jours 7 livres, on peut dire 7 jours 7 livres. Oh là là, il s'en passe des choses dans cet appartement. Donc voilà, mais je vais quand même vous montrer 2 livres que je viens d'acheter. Je suis passée à la librairie Flagey, que j'aime beaucoup, librairie que j'aime beaucoup. Et je me suis laissée guider dans cette librairie que je trouve vraiment chouette. C'est vraiment une librairie, comme il y en a rarement, je trouve les sélections justement mises en évidence surtout toujours très pertinentes et toujours de très bon goût. Et donc moi je suis tombée sur un livre finlandais. Je suis très contente parce que j'ai lu très peu de littérature finlandaise. Je crois que je dois avoir lu dans ma vie 3 livres finlandais, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai un affect particulier avec ce pays. Et donc j'ai trouvé Avec joie et docilité de Johanna Sinisalo. C'est un livre qui m'a déjà regardé un petit peu l'artiesse de cette madame. En fait c'est un livre, on est en Finlande au XXIe siècle. Et la nation a pris en compte ses erreurs historiques. Tout ce qui procure du plaisir est formellement interdit, à une exception près, j'ose pas dire, j'ai peur de me faire censurer par YouTube. Afin que sa distribution soit aussi efficace que possible, le corps scientifique gouvernemental a généré une nouvelle sous-espèce humaine réceptive et soumise. Autrefois, on les appelait les femmes. Les éléments de la population féminine jugés trop indépendants et difficilement domesticables sont stérilisés dès leur plus jeune âge et constituent un réservoir de main-d'œuvre. Vanna en fait partie. Elle est cependant parvenue au prix de 1000 efforts à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Mais pour combien de temps encore? On nous dit que c'est dans la veine de Nous et du meilleur des mondes. C'est un thriller dystopique aussi troublant que ludique, à nous interroger sur les mécanismes de la manipulation des masses. Voilà, ça a l'air terrible. C'est une autrice qui vient de Laponie finlandaise et visiblement elle a écrit des trucs assez connus. Le Reich de la Lune, ça me dit quelque chose. Ça me fait penser en fait que je viens d'acheter un livre en seconde main qui est aussi un peu... regardez. Ah là, effectivement, j'avais oublié, je l'ai acheté à 4 € chez les Petits Riens. C'est un peu le même type de livre. Ici, c'est traduit du suédois. Et ici, on est aussi sur un truc dystopique. Hein. On est avec un premier ministre qui veut faire de la Suède le pays le plus sain d'Europe et le plus mince. Voilà, il veut éradiquer l'obésité, considérée comme une maladie et une menace pour l'économie. Voilà, on est sur 2 thématiques terribles hein, quand même, on est bien d'accord. Mais j'ai été attirée par ça parce que c'est vraiment... je me demande comment les auteurs ont parlé de ça. Enfin, ça peut être hyper intéressant et terrible à lire, bien évidemment. Et alors, je suis tombée sur un livre, j'ai été charmée par la couverture. Je sais que Lucie de Lucie a lu et Plop ont fait une vidéo là-dessus. Mais j'ai pas encore regardé la vidéo et en fait peut-être qu'elles ont détesté. Elles ont parlé d'un livre d'un auteur et en fait j'ai pas regardé la vidéo encore, j'ai pas encore eu le temps. Et elles ont peut-être détesté, en fait je n'en sais rien, j'ai pas vu la vidéo. Mais j'ai vu ce livre et en fait le résumé m'a beaucoup tenté. Il s'agit de Emils de Emmanuel Chastelière. C'est publié chez... Quelle est cette maison d'édition que je ne connais pas du tout? Archie d'édition. Une maison d'édition française qui nous propose un livre qui se passe en 218 avant Jésus-Christ. Alors la fille ne voulait pas lire le roman historique et là elle va se plonger en 218 avant Jésus-Christ, tout va bien.
On est donc entre Rome et Carthage, la guerre gronde de nouveau, le prodige militaire Hannibal Barca se tient prêt à embraser la Méditerranée. Il part pour l'Italie à la tête d'une armée et laisse derrière lui son épouse Emils, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le lire parce que ça m'a fait penser un petit peu à Pénélope Rendita qui est aussi laissée en arrière. Et en fait ici elle doit se glisser dans le costume qu'on lui a préparé, celui d'une femme dévouée à sa nouvelle patrie, la mère du futur héritier, donc c'est un petit peu très similaire en fait à Pénélope Rendita. Je sais pas comment ça va être abordé, mais ça me tente beaucoup. J'ai lu quelques extraits et je suis tombée sur un extrait qui m'a fait rire. C'est pour ça que j'ai acheté. Voilà. Donc voilà. Ah oui, je vais vous montrer un autre truc que j'ai acheté. Oh, j'ai honte, mais je vous le montre quand même, maintenant c'est trop tard. J'ai une collection un peu honteuse que je n'affiche pas. Je fais la collection des légumes en peluche. Et donc j'ai actuellement un champignon, un poireau, des petits pois, une carotte sur un lapin, et là dernièrement je suis tombée sur non pas un légume mais un fruit. Voilà, et donc je viens de m'acheter une orange. Sachant que ces petits fruits, ces légumes coûtent super cher en fait. Donc voilà, vous voyez un petit peu la folie de cette personne. Surtout dans une librairie, ça coûte méga cher. Hein. Donc voilà, je vous partage cette tare. Avec vous parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont également. Alors c'est pas une collectionnite que je pratique toutes les semaines, hein, parce que c'est quand même assez cher ce type de petites choses. Mais de temps en temps, j'en achète tous les 2 mois. Bon là, ça faisait 1 mois et demi. Voilà, j'ai pris une orange, tout va bien. Et je repense encore à mon cher Bill Furlong. Et je suis en train de me dire que j'ai acheté cette orange, je suis trop contente. Je suis en train de me demander quelle est la prochaine que j'achèterai. Et j'étais en train de me dire que j'achèterais bien la petite pêche. Je sais de nouveau que je suis en train de penser à la journée qui est à venir, au bonheur à venir, et je suis pas en train de profiter de mon orange. En même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec elle? Je la regarde amoureusement. Bref, je vais arrêter de délirer. Hein. En même temps, entre nous, c'est à ça que servent les vlogs. C'est à découvrir la face cachée des youtubeurs que vous regardez. Hein, la face qu'ils n'osent pas montrer au plus grand nombre qui ne regardent pas les vlogs. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, hein, trêve de folie. Je ne sais pas si j'ai prévu un certain nombre de vidéos, mais je ne vais pas m'aventurer à vous faire le planning parce que je sais que il peut arriver n'importe quoi. Changement de plan, je publie pas la vidéo, j'ai pas envie que vous soyez déçus ou que vous disiez ah ben j'attendais cette vidéo et en fait elle sortira pas. Donc je ne vais pas faire de promesses comme d'habitude, je vais essayer de suivre mon planning en stummelings de mon côté, mais je vais pas vous promettre des choses parce que sinon je sais que je vais pas y arriver. Trop de pression là, trop de pression. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!